Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je vais tenter de t'expliquer de façon relativement claire le jeu Frostpunk qui est basé sur un jeu vidéo. C'est un jeu de Glass Cannon Unplugged, un jeu de Adam Kwapinski, un auteur que j'aime bien, qui a fait des choses que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime un peu moins. C'est un jeu extrêmement ambitieux, c'est un jeu coopératif, donc comme je disais basé sur le jeu vidéo Frostpunk du même nom, dans lequel les joueurs vont tenter dans une espèce d'univers uchronique parallèle où il y a eu un grand cataclysme par le froid, ils vont tenter d'établir une colonie et d'y survivre. C'est un jeu qui peut se jouer de façon solo, de façon coopérative. C'est un jeu dont la mécanique principale, c'est de la gestion d'événements et du placement d'ouvriers, donc avec la gestion de ressources également. C'est un jeu quand même assez difficile, quand même assez long, avec beaucoup de règles, pas facile à expliquer. Je ne sais pas encore mon vidéo va durer combien de temps, mais je soupçonne qu'il sera extrêmement long. Donc voilà, fait que je tente de te montrer comment on l'installe, comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Et on va commencer notre mise en place. Pour la mise en place de Frostpunk, on va garder en tête que c'est un jeu à scénario. Fait qu'on a un livret de scénario dans lequel il y a plusieurs scénarios qui peuvent avoir des éléments qui vont modifier la mise en place. Chaque scénario va venir avec un deck de scénario, fait qu'on va aller choisir, nous, le deck de scénario de départ, le nouveau départ, qui est le scénario qui est décrit dans le livret de règles. Je ne passerai pas en détail tous les scénarios un par un, mais garde en tête pour l'instant que chacun des scénarios peut avoir des petites variantes par rapport à la mise en place qui seront précisées dans le livret de scénario. Étape 1, on va aller construire notre plateau de jeu en tant que tel. On va avoir la tuile du générateur qui est une grande tuile comme ça ici sur laquelle évidemment on voit l'espace du générateur. On va la placer face à soi où on va choisir un côté puis toutes les tuiles vont faire face du même côté. On a des bâtiments qui sont déjà imprimés dessus et on va avoir le bâtiment de la cantine qu'on va aller placer sur la case juste ici. Quand ça c'est fait, on va aller placer notre générateur en plein centre de cette plateau-là avec le petit tiroir qui est complètement dans le bas. On sait que c'est une tour à cubes, on va avoir des cubes à placer dedans en courant de partie. On va également tout de suite au début aller placer nos ressources de départ qui sont indiquées, puis on va faire ça sur chacune des tuiles qui vont être révélées. On voit que j'ai un 5 bois ici et un 5 charbon ici. Quand mes ressources sont placées, on va s'assurer de placer adéquatement la structure autour du plateau, qui est des espèces de tuiles comme ça, des espèces de tuiles en puzzle qu'on assemble pour faire l'exosquelette de la surface de jeu. C'est là qu'on va jouer en tant que tel, qu'on va pouvoir placer nos tuiles. Et sur chacun des angles, on va avoir des jetons à aller piger qui ressemblent à ceux ici. Et on va les piger au hasard en passant les angles un par un jusqu'à temps qu'on ait pigé 3 de ces jetons-là. Fait que si je prends par exemple cet angle-ci, je pige un jeton, j'ai déjà quelque chose. Je prends l'angle qui est complètement en haut, j'en pige un autre, je n'ai rien, je défausse. Puis je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai pigé mes 6 angles. Fait qu'il me reste les 3 angles du bas à faire. J'en pige un, j'en ai un ici. Je continue. Fait que celui-là, ça va donc être sur mon dernier angle qui va être ici. Fait qu'on fait les 6 angles comme ça. On devrait normalement avoir 3 gisements et 3 endroits qui n'ont aucun gisement, qui n'a pas de jetons. Les jetons qui me restent, que je n'ai pas utilisés, on les range dans la boîte, on n'en aura pas besoin. Une fois que ça c'est fait, on va aller placer nos tuiles initiales. On a 2 types de tuiles. On a les tuiles éloignées et on a les tuiles rapprochées qui ont un dos différent. Pour chaque endroit où on n'a pas placé de gisement, fait que j'ai changé un jeton de place pour la simplicité, fait que je n'ai pas de gisement ici ni ici. Par exemple, on va aller placer une tuile rapprochée collée sur la tuile du générateur et une tuile éloignée collée sur l'angle. Ici, dans mon troisième cas, on en a un autre derrière le générateur juste ici. Pour chacune des tuiles, on va avoir des ressources qui vont être imprimées. Par exemple, si j'ai 3 charbons, juste ici, j'ai 2 bois et on a un paquet de ressources différentes. On peut avoir des arbres, du charbon, on peut avoir des noyaux de vapeur comme ça ici, des arbres, ainsi de suite. On va aller placer toutes les ressources sur chacune des tuiles qui est demandée. Certaines tuiles vont avoir un symbole de nourriture qui est imprimé dessus. Ça, on le garde en tête, mais on s'en servira pas
tout de suite. Quand nos 6 tuiles de départ sont placées, le restant des tuiles éloignées et rapprochées, on peut les garder pas loin. On va évidemment en avoir besoin tout au long de la partie. On a ensuite un deck de cartes de technologie. Parfois, le scénario va nous dire de retirer certaines cartes de technologie, ce qui est le cas du premier scénario. Ensuite, quand c'est fait, on va piger 4 cartes de technologie qu'on va aller se placer quelque part près de notre zone de jeu. Moi, je vais les placer juste ici, par exemple. Sur les cartes de technologie, en bas à droite, il y a un petit symbole. Sur chacun de ces symboles-là, on va aller placer un jeton de développement technologique montrant que cette technologie-là est, pour l'instant, inactive. On va avoir 3 decks d'expédition à préparer, le deck A, B, C qu'on va brasser, sur lesquels il va y avoir beaucoup de ressources disponibles, des trucs comme ça. On va piger 3 cartes du deck A pour commencer 3 pistes d'expédition différentes. On va se garder ça proche de la surface de jeu pour y avoir accès pendant la partie. On va être rendu à choisir notre carte de société. La société que tu choisis va déterminer tes ressources de départ, tes conditions de départ. Ça ne changera pas tes conditions de victoire qui sont fixées plutôt par le scénario. Dans notre cas, on va prendre la société 1. Il y a 7 ou 8 sociétés dans le jeu. Il y a 6 sociétés différentes dans le jeu. Chacune vient dans 2 niveaux de difficulté si tu as le jeu de base ou 3 niveaux de difficulté. Si tu as une extension, on va y aller nous avec le niveau de difficulté normal de la société 1 qui va nous donner un paquet de caractéristiques sur lesquelles on revient dans un moment. La première chose que la société va me dire, c'est le nombre d'ouvriers que j'ai ainsi que le nombre d'ouvriers malades avec lequel je commence, le nombre d'ingénieurs que j'ai en bleu, le nombre d'ingénieurs malades, le nombre d'enfants que j'ai, le nombre d'enfants malades que j'ai en vert. J'ai également mon nombre de nourriture de départ. Et ça, on va tous marquer ça sur ce petit plateau-là. Sur le plateau ici, j'ai donc ici mon jeton pour mon nombre d'enfants. Par exemple, je vais aller le placer sur le 8 sur la piste du haut. Je fais la même chose avec mes ingénieurs à 12 et je vais faire la même chose avec mes ouvriers complètement en haut à droite à 22. Les 3 marqueurs qui sont ici avec des petites seringues d'un côté indiquent le nombre d'ouvriers malades que j'ai de chaque type. Fait que pour l'instant, je n'ai aucun enfant de malade, aucun ouvrier malade et aucun ingénieur malade. Si j'ai des gens qui tombent gravement malades, on va tourner ce jeton de l'autre côté. Ça, on va y revenir. Dans le bas, on va avoir notre jeton de faim qui va commencer à 0 et on va avoir notre jeton de nourriture en jaune. Dans notre cas, notre société nous dit qu'il qui commençait à 8. C'est à ce moment-là, je vous avais dit dans le placement initial, certaines de nos tuiles avaient des symboles de nourriture imprimés. On en voit un juste ici à 3. Lui, il y a un 2 qui est imprimé. C'est à ce moment-là qu'on va aller rajouter cette quantité de nourriture-là à notre nourriture de départ. Dans mon cas, je vais donc commencer à 13 nourritures puisque ma carte de société m'en donnait 8 et que j'ai 2 tuiles imprimées avec la nourriture au départ. C'est également sur cette tuile-là qu'on va savoir le nombre d'ouvriers de chaque type que j'ai. Ici, en ayant 8 enfants, on voit juste au-dessus de cette section-là du plateau, donc entre la petite ligne qui est ici et la petite ligne qui est là. Si j'ai de 5 à 9 enfants, ça me donne 2 meeples d'enfants. Je vais pouvoir aller les chercher quand je vais en avoir besoin pour créer ma réserve de meeples. Je vois également que mon nombre d'ingénieurs en ayant 12, donc de 10 à 14 ingénieurs, on va avoir 3 meeples d'ingénieurs. Si je tasse un petit peu à droite, on va voir qu'il y a le même principe pour mes ouvriers. De 20 à 25 ouvriers, je vais avoir 5 meeples d'ouvriers. Fait que quand on va construire notre plateau de meeples dans quelques instants, c'est là que je vais prendre cette information-là. Sur notre plateau de réserve, qui est le plateau juste ici, on va aller maintenant placer nos réserves de départ, nos ressources de départ, dis-je, qui sont imprimées sur le bas de la carte société qu'on va avoir. Fait que j'ai 4 bois, 5 charbons et je n'ai aucun noyau de vapeur. Fait que ça, on va aller placer ça dans la zone qui est ici. Cette zone-là, c'est dans cette zone-là qu'on va avoir nos ressources tout au long de la partie. Fait qu'à chaque fois que je te dis tu dépenses du charbon, tu dépenses du bois, tu dépenses des noyaux, c'est dans cette zone-là que je vais aller les chercher pour les remettre à la banque. Je te le montrerai pas à chaque fois parce que comme tu commences à le constater, il y a du matériel. À droite, on va avoir le nombre de meeples desquels je te parlais. Fait que donc, mes meeples enfants, ils vont ressembler à ça ici. J'en ai 2 selon la quantité d'enfants que j'ai au départ. J'ai mes 5 ouvriers qui sont juste ici et j'ai mes 3 meeples d'ingénieurs juste au-dessus. On m'a dit également que je vais commencer dans ma société avec un cadavre. Ça va être mesuré sur la piste qui est juste ici, qui va de 0 à 10. Je vais donc avoir un jeton qui va commencer sur le 1. Certains scénarios vont me dire potentiellement que je commence avec des automatons. C'est ça la dernière carte. L'automaton, c'est un meeple qui ressemble à ceci. Moi, dans mon scénario, pour l'instant, je n'en ai pas. Ma carte de société va également me dire on commence avec combien de mécontentement et avec combien d'espoir. Le chiffre qui est à gauche m'indique le nombre de jetons que je vais avoir de chaque type et le chiffre qui est à droite va m'indiquer il y en a combien qui commencent sur sa face active.
Dans ce sac-ci, on va avoir été mélangé tous ces jetons espoir. Il y en a de différents types. Fait que je vais donc en piger 2 au hasard que je vais révéler. La face noire, c'est la face inactive. Comme sur ma carte, on m'a dit de commencer avec 2 jetons sur la face active. Je vais aller les placer juste ici, vis-à-vis le petit oiseau d'espoir juste en bas. Je vais faire la même chose avec mes jetons de mécontentement, mais les jetons de mécontentement, on m'a dit qu'il y en a juste un qui est actif pour commencer. Donc, le premier jeton que je vais piger, je vais le mettre actif, comme ça ici. Alors que le deuxième jeton que je vais piger, il va commencer sur sa phase inactive. Dans ce cas, c'est un jeton avec le même symbole. On reviendra évidemment sur leur fonctionnement. Tu commences à te dire que c'est un jeu qui prend beaucoup de place. Eh bien, ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. La vraie place que ça prend, tu ne l'as pas encore vu. Ici, tu as le plateau de bâtiment. Sur ce plateau-là, tu vas avoir des bâtiments qui sont imprimés strictement, qui sont identifiés par leur image. Tu vas avoir à prendre tous les bâtiments qui correspondent à ce type-là et aller les placer un peu partout sur le plateau. À droite, tu as les abris qui sont construits là. Tu as donc les tentes, les dortoirs, les maisons et tu as tous les autres bâtiments de base qui vont être disponibles dans chacune des parties. Dans le bas du bâtiment, tu as le coût pour construire, dans le bas de chaque colonne, dis-je, tu as le coût pour construire ce bâtiment-là et tu as un coût d'amélioration qui va venir plus bas. Selon ton scénario, tu peux avoir d'autres bâtiments à aller placer à côté de cette surface-là selon les lois qui vont avoir été choisies. Ça, on va y revenir dans quelques instants. Sur ce plateau-là, on va aller placer notre marqueur de manche. Il va commencer juste ici sur le 1. On va également aller placer le marqueur de tempête qui va indiquer à quel moment la tempête va frapper sur le marqueur 9 dans le cas du scénario qu'on a choisi. C'est le scénario qui va déterminer où ça se place. On a un gros deck de cartes identifié matin qu'on va brasser soigneusement et qu'on va aller placer sur cette case-là. Notre scénario peut également nous demander d'aller placer des petits marqueurs sur des zones spécifiques. Fait qu'ici, la première carte de mon scénario, un nouveau départ, me demande d'aller placer un marqueur sur la manche 4 et un marqueur sur la manche 11. Je vais donc avoir des marqueurs comme ça ici qui indiquent que quand nous nous rendrons à ces manches respectives, il va se passer quelque chose que je lirai sur la carte de scénario. À ce moment-là, on va pouvoir également choisir avec quelle technologie on veut commencer, sur quelle technologie, dis-je, on veut commencer à travailler. On se rappelle qu'on a placé nos cartes technologie avec des petits marqueurs comme ça ici, et on a fait ça 4 fois. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va aller pouvoir choisir, par exemple ici, je pourrais dire, tiens, moi je vais commencer à travailler sur l'engrais naturel. L'engrais naturel, je vais le développer dans 4 tours de jeu. Fait que je vais prendre le jeton qui correspond à la carte engrais naturel et je vais aller le placer 4 tours de jeu plus tard. On est au tour 1, donc 2, 3, 4 et 5. Je le place sur le tour 5. Cette carte-là n'auront donc plus de jetons sur elle, mais tous mes autres jetons vont rester sur leurs cartes respectives. Je vais donc avoir 3 cartes avec un jeton de technologie et la 4e carte sera sans jetons. Ça m'indique que c'est elle qu'on est en train de développer. On va se garder une zone du jeu, on va faire ce qu'on va appeler un étalage de lois. Notre étalage de lois, on va aller chercher les lois, fait qu'on a un deck de cartes de lois évidemment, et on va aller chercher les lois 1 à 8 qui sont indiquées dans le bas du paquet, que nous allons avoir dans toutes les parties. Fait que ces 8 lois-là fonctionnent en paire. Fait qu'on voit par exemple que la loi 1 est mutuellement exclusive avec la loi 2. Là, si je passe la loi 1, la loi 2 ne rentrera jamais en jeu. On va se faire une zone de jeu où on a accès à toutes ces lois-là. Du reste de cartes de loi, on va les brasser et nous allons en piger 4 pour compléter les lois qui seront disponibles pour cette partie. Fait que 1, 2, 3 et 4. Certains scénarios peuvent me dire que certaines lois ne seront pas disponibles. Le reste du deck de lois, on n'en aura pas besoin pour la partie. Avec mes cartes lois, j'ai également une longue série de cartes soirs qui sont associées aux lois, qui sont donc lettrées L au lieu d'être lettrées D. Ça, on va les garder proches de mes cartes lois, également proches de ma pile de cartes soirs, parce que c'est là qu'elles vont aller. Concernant le tableau de soir, qui est juste ici, on va avoir un énorme deck de cartes soir qui ont la lettre comme mot-clé, comme lettre clé, la lettre D. Ça, on va les garder dans l'ordre numéroté, puis on va mettre ça à côté du paquet sans les regarder. Bon, on peut les garder à la limite face ouverte, on va aller en chercher de temps en temps. On va prendre la première carte de ce paquet-là, qui est la carte l'inévitable, la carte donc D000, que nous allons placer sur le centre du plateau, face cachée. C'est la première carte de notre deck soir. De ce deck de cartes-là, les cartes que nous appellerons concertation, ce sont des cartes qui ont une espèce de fond jaunâtre. Ces cartes-là, on va les brasser, mais on va les laisser face ouverte. Quand on va avoir fini de les brasser, on va regarder la première carte. La première carte va avoir des conditions, des spécificités dessus. On va les regarder pour le garder en tête
pour être capable de s'y préparer, on va prendre la première carte et on va aller la brasser dans notre deck de cartes soir. Pour l'instant, on se rappelle donc qu'on a juste la carte l'inévitable dedans. Puis on brasse ça tant qu'on veut, les yeux fermés, on les lance à terre, on les ramasse, on les donne à quelqu'un d'autre qui les brasse également. Et on remet ça là. Notre pile de cartes soir est prête. On va avoir un endroit aussi pour faire notre défausse de cartes soir. Non, c'est pas fini. On a maintenant le plateau générateur à préparer. Le plateau générateur, c'est 2 morceaux casse-tête qu'on va relier ensemble pour faire le petit plateau que vous voyez juste ici. On va avoir un jeton d'alimentation qu'on va aller placer sur cette face-là et non sur cette face-là, sur la première case de mon générateur. Et j'ai 3 jetons comme ça ici à placer qui ont une forme particulière. J'ai le jeton avec la petite maison rouge complètement en bas à gauche. Le jeton avec la petite maison orange se place juste au-dessus, ce qui fait que ce symbole-là va se ramasser à côté de la maison à gauche. Et j'ai l'espèce de drôle de forme comme ça ici avec le jeton avec la maison jaune, qu'on va aller placer juste au-dessus de le jeton avec la maison orange. J'ai un deck de cartes climat qui ressemble à ceci. On va brasser ça et le placer dans l'une des 2 cases qui est juste ici. L'autre case servira à faire la défausse. Et finalement, sur ce plateau-là, on va nous demander d'aller chercher la carte tempête, selon le scénario qu'on est en train de faire. Dans le scénario que je fais, on me demande d'aller chercher la carte du scénario 108 tempête, que je vais aller placer juste ici, à côté de ma carte de climat. Éventuellement, le scénario va demander de la révéler et de la résoudre. On n'oublie pas sur notre piste de générateur de placer le jeton de climat qui commence dans le scénario de base sur la 4e case. En fait, ça indique à quel point il fait froid dehors, ou comme on dit au Québec, il fait frette. On va maintenant aller avoir à choisir nos rôles. Nos rôles, on en a 4, l'expert générateur, l'expert en santé sociale, l'expert contremaître. Chaque rôle vient avec une carte d'aide-mémoire tout aussi discrète qu'utile. Par exemple, ici, c'est la carte d'aide-mémoire de l'expert contremaître, qui a, comme vous le voyez, 2-3 informations pertinentes. Fait que chaque joueur va choisir son rôle. Là, ça n'a pas d'importance si on est solo à 2, à 3, à 4. Disons, dans mon exemple, on a une partie à 4, fait que chaque joueur prend tout simplement un des 4 rôles et la carte d'aide-mémoire qui lui correspond. Si on joue en solo, on va avoir à la place une petite carte qui nous rappelle les autres tours de jeu, mais on va avoir à se référer à ces 4 cartes d'aide-mémoire-là quand même. Quand ça c'est fait, du paquet de cartes citoyens, on va distribuer un certain nombre de cartes à chacun des joueurs selon le nombre de joueurs qu'on a. Les cartes citoyens correspondent aux 3 citoyens du jeu. Et c'est des citoyens qui sont personnalisés en quelque sorte, fait qu'ils ont leur nom, leur classe, un petit pouvoir spécial, des effets négatifs, dépendamment de la façon dont la carte est jouée. Si on joue dans une partie à 4 joueurs, comme c'est mon exemple, on va distribuer 4 cartes citoyens à chaque joueur. Si on joue à 3 joueurs, on va en donner 5, à 2 joueurs, on va en donner 6, et si on joue en solo, on va donner 7 cartes à chacun des joueurs. 7 cartes aux joueurs. Quand les cartes sont toutes distribuées, dans mon exemple, j'ai donc reçu une main de 4 cartes. Je suis l'expert contremaître. Je vais devoir choisir l'une de mes 4 cartes et la défausser en activant son effet négatif qui est en haut à droite. Fait que je dépense un bois, ou j'augmente la fin de 3, ou je dépense un bois, ou je mets 3 cubes sur la piste de pression. Disons que je décide, je regarde mes cartes un peu, je pense pas que je vais me servir des enfants dans cette partie-là par exemple, fait que je décide de défausser cette carte-là, je vais donc avoir à enlever un bois de la réserve. Cette carte-là est défaussée, ce qui fait que ma main de départ en tant que telle, ce sont les 3 cartes qui sont ici. Chacun des joueurs doit faire la même chose, fait que si on joue donc à 4 joueurs, chacun des joueurs va avoir une main finale de 3 cartes, alors que si on joue en solo, ma main finale sera de 6 cartes. Les autres marqueurs, on les garde proches de la zone de jeu, fait que je peux avoir des petits marqueurs qui vont servir à ça ici. J'ai des petits marqueurs dont je vais définitivement me servir dans la partie qu'on va garder pas loin. Je vais maintenant être prêt à révéler ma première carte de mon scénario que j'ai déjà regardé parce que j'ai été placé les cartes événements. Fait qu'elle est là, ça ici. Puis aller voir qu'est-ce que je tente de faire pour gagner le scénario. On va revenir dans la phase de quand on explique les consignes pour gagner, perdre la partie. J'ai toutes mes ressources que je vais garder dans des zones près du jeu. Les lois que j'ai choisies, que j'ai pigées au hasard, certaines vont me donner accès à des bâtiments. Fait que si je veux, je peux aller chercher tous les bâtiments qui sont spécifiques à des lois puis me les garder proche de la zone de jeu pour pas avoir à fouiller pendant la partie si je passe ces dites lois. J'ai la pièce d'amélioration du générateur que je vais me garder pas loin. Et on a une petite carte d'aide-mémoire qu'on peut se garder pas loin pour se rappeler dans quel ordre le tour de jeu fonctionne. Quand tout ça c'est fait, ben là, on serait rendu pas mal à être prêt à commencer à jouer une partie de Frostpunk.
Maintenant, commençons simplement. Comment gagne-t-on une partie de Frostpunk? Bien, ça va être par rapport aux cartes événements. Chaque scénario a son propre deck de cartes événements. Là, dans ce deck-là, il y a une carte qui a été enlevée, c'est la carte tempête que j'ai déjà placée ailleurs dans la mise en place. Et sur ces cartes-là, on va avoir une narrative, comme je l'ai déjà dit, et on va avoir des événements qui vont se passer. Dans ce cas-ci, j'ai quelque chose qui se passe au 4e tour de jeu. On me dit au 4e tour de jeu, est-ce qu'on a construit la balise, qui est un bâtiment qu'on peut construire dans le jeu? Si je l'ai construit, je vais aller lire le A, donc ce paragraphe-là. Si je ne l'ai pas construit, je vais aller lire le B. Dans les deux cas, on voit que ça me mène à une autre carte du scénario, soit la carte 2, soit ça me mène à la carte 6. Dans le fond, il faut que je progresse à travers ce deck de cartes-là jusqu'à temps que je révèle une carte qui me dit « Voici, si tu fais ceci, tu gagnes la partie ». Et c'est comme ça qu'on va progresser, avancer pour gagner dans une partie de Frostpunk. Maintenant, comment perdre une partie de Frostpunk? Là, t'es chanceux, t'as du choix. Les pistes qui sont ici vont noter différentes choses. Entre autres, on a l'espoir des citoyens de la ville, qui est représenté par les jetons bleus. Ces espoirs-là peuvent être actifs ou inactifs, on l'a déjà vu, mais ils peuvent également disparaître. Si jamais on enlève le dernier jeton espoir, la ville perd espoir, elle se laisse mourir dans le froid de façon très 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 triste, et la partie est perdue. À l'inverse, on a la piste de mécontentement qui est juste au-dessus, les jetons rouges. Le principe est un peu le même, ils peuvent être actifs ou inactifs, ils peuvent s'enlever, ils peuvent en avoir d'autres qui se rajoutent. Si jamais on doit ajouter un 6e jeton mécontentement, donc si la liste est pleine, on perd automatiquement la partie, on perd la confiance des citoyens, et ils nous sacent dehors et on meurt dans le froid tout seul. Troisième façon qu'on perd la partie, ce sont les cadavres, qui est mesuré par cette petite piste-là juste ici. Si on a trop de cadavres, donc si on ramasse un 10e cadavre qu'on n'a pas géré, on est rongé par les cadavres, on est envahi par ça, et donc on va également perdre la partie. Ce n'est pas tout. Si on a un des 3 marqueurs de maladie qui est à 26 ou plus, pour qu'un marqueur de maladie puisse à 26, il faut avoir minimalement 26 citoyens de ce type-là. Fait que si par exemple j'ai 32 enfants, mais j'en ai 26 qui sont malades dans la phase de préparation, on va également perdre la partie. C'est d'ailleurs rappelé par la petite tête de mort qui est en rouge. Il y a d'autres moyens de perdre la partie. Il y a la fin. Si après avoir géré ma fin, mon marqueur de fin est toujours à 25 ou plus, on voit ici qu'il peut aller jusqu'à 25 et s'il dépasse le 25, on peut tourner ce petit marqueur-là pour montrer à quel point on est dans le trouble. Fait que si mon marqueur de faim est au-delà de 25 après avoir géré ma faim et ma nourriture, ben on va également perdre la partie. Finalement, on a le générateur lui-même. Le générateur, c'est une tour à cubes. On va donc lancer des cubes régulièrement dedans. Et ces cubes-là, on va les placer sur la petite piste ici, montrant que le générateur surchauffe. Si on doit placer un cube dans la zone qui est juste ici, qu'on n'est pas capable de gérer ce cube-là, ben le générateur va surchauffer. On va donc tourner ce cube-là une première fois, on va le réinitialiser, on va enlever tous les cubes qui sont sur la piste. Si ça arrive une deuxième fois qu'un cube se rend en surchauffe, mais cette fois-ci, le générateur explose et nous perdons encore la partie. Avant de commencer dans le cœur des règles, on va tout de suite aller gérer une règle importante qui est la gestion de l'espoir et du mécontentement, comment ça fonctionne. Plusieurs effets dans le jeu vont te dire ajoute plus ou moins un d'espoir, plus ou moins un de mécontentement. Quand on te parle d'espoir, c'est un jeton bleu, peu importe le type de jeton. Quand on te parle de mécontentement, c'est un jeton rouge, peu importe le type de jeton. Parfois, on va te nommer des jetons particuliers. On va te dire, par exemple, plus 1 de justice ou plus 1 de soin. Mais là, on va faire référence au symbole spécifique qui est sur le jeton. L'expert social a sur sa fiche un rappel de chacun des types de jetons. Il y a d'ailleurs une petite erreur en français. L'indifférence, parfois, il est appelé différemment sur les cartes. L'apathie, je pense. Mais bref, on va avoir les 6 jetons. Qu'est-ce qu'ils représentent et comment ils s'appellent. Fait que cette piste-là, comment elle fonctionne? Si on te dit que tu gagnes plus 1 dans quelque chose, que ce soit espoir ou que ce soit mécontentement, tu as toujours 2 options. Ta première option, c'est d'activer un jeton. Ta deuxième option, c'est d'ajouter un jeton. Par exemple, dans ce cas-ci, si on me dit qu'il y a un effet quelconque qui se passe, plus 1 mécontentement, je pourrais décider, soit je pige un jeton dans le sac de mécontentement au hasard et je l'ajoute de façon inactive. Ça aurait été mon premier choix. Mon deuxième choix, ça aurait été d'activer ce jeton-là. Et là, dans les deux cas, j'aurais fait plus 1 mécontentement. Si on me dit plus 1 d'espoir, comme mes jetons d'espoir sont tous deux actifs, je n'aurai pas d'option. Je devrais ajouter un 3e jeton comme ça ici. Si plus tard, on me redonne un autre effet qui fait plus 1 d'espoir, là, j'aurai le choix, soit j'active ce jeton-là, soit j'en ajoute un autre. Parfois, on va te dire plus 1 d'un type particulier. Disons que j'obtiens l'effet plus 1 de motivation. Plus 1 de motivation. Motivation, c'est ce jeton-là juste ici.
Comme c'est un +1 de motivation, ce qu'on va faire, c'est que dans l'ordre, on va ajouter un jeton. Fait que je prends un jeton au hasard que j'ajoute de façon inactive. Et ensuite, si j'ai un motivation qui est inactif, ce qui est le cas, je peux le tourner pour le rendre actif. Fait que ça, c'est un +1 motivation. Disons qu'ensuite, j'obtiens un autre effet qui me dit +1, disons, de justice. Je pige un jeton au hasard. J'ajoute ce jeton-ci. Maintenant, je dois tourner un jeton de justice si je le peux. Je ne peux pas. Le jeton de justice, c'est un symbole-là. J'en ai donc pas d'inactif. Fait que là, je viens de résoudre mon +1 justice. Mécontentement, c'est la même chose. Fait que si on me dit +1 de mécontentement, mais spécifiquement, disons, +1 de colère, ben je vais ajouter un jeton au hasard du sac de jetons comme ça ici, je le mets inactif. Et si je peux, je tourne un jeton de colère de façon active, ce qui n'est pas le cas présentement. Si on me dit que j'ai -1 dans quelque chose, le principe est le même. J'ai un effet qui me dit -1 d'espoir, mais j'ai deux options. Soit j'enlève un jeton qui est inactif, soit je désactive un jeton qui est déjà sur le plateau. Même chose pour le mécontentement. Si on me dit que je résous un effet qui me fait -1 de mécontentement, soit je rends un jeton inactif, soit j'enlève un jeton qui est déjà inactif. Il faut se rappeler, je l'ai déjà dit dans les conditions de défaite, si je place un 6e jeton de mécontentement, je perds. Si j'enlève le 6e jeton d'espoir, je perds. Rentrons maintenant dans les règles du jeu. Un tour de Frosthaven se déroule dans un petit 9 phases. On commence avec une phase d'aube où on va passer le pion premier joueur. Ensuite, on va aller dans une phase matin où on va révéler une carte matin. Dans la phase de générateur, on va avoir décidé à combien on chauffe le générateur. Des ouvriers tomberont malades. On va avoir une phase de météo. Une phase de préparation où on décide si on utilise l'un de nos spécialistes. On va avoir notre phase d'action où on prend nos actions en tant que telles. Une phase de soir qui est une deuxième type de phase d'événement. Phase de fin, phase de nuit. Là, les joueurs vont prendre des décisions en tant que telles dans 3 de ces phases-là, d'une certaine façon. Dans la phase de générateur, on doit gérer le générateur, donc décider comment on chauffe le générateur. Dans la phase de préparation, on décide si on utilise un spécialiste, puis ici, c'est la phase principale qui est notre phase d'action. Les autres sont tous en quelque sorte des phases de maintenance. Dans la phase de matin et la phase de soir, c'est des phases en quelque sorte d'événements. On va piger une carte, puis on va résoudre la carte. Là, on va toutes les passer une par une dans cet ordre-là, mais je signale, et c'est très important, dans le premier tour de jeu, on commence à la phase 6. On passe la phase d'aube, matin, générateur, météo et préparation. On commence directement à la phase action. Donc, phase 1, phase d'aube. Si on joue en multiplayer à plusieurs joueurs, on va avoir ce marqueur-là qui est le marqueur de premier joueur. Là, on va le passer au joueur suivant. Dans le cas de décision, c'est lui qui prend les décisions finales, c'est lui qui joue en premier dans la phase d'action. On va ensuite avancer le marqueur de manche. Là, je rappelle que ça, on ne le fait pas dans le premier tour de jeu. Mais normalement, à partir du deuxième tour de jeu, on va donc avancer le marqueur de manche juste ici. Si le marqueur de manche frappe un événement, ben, on va aller regarder notre carte de scénario pour voir qu'est-ce que cet événement-là nous demande de faire. Dans notre cas ici, on a quelque chose qui va se passer au tour 4 et quelque chose qui va se passer au tour 11. On le résout immédiatement. Si on frappe le marqueur de technologie comme ça ici, fait qu'au tour 5, je vais frapper le marqueur de technologie, je prends mon marqueur de technologie, je l'enlève et je vais aller le placer sur ma carte de technologie, mais côté blanc, comme ça ici. Ça indique que cette technologie-là, maintenant, elle est disponible. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser pour le reste de la partie. Je vais ensuite choisir une nouvelle technologie à laquelle je vais m'entendre avec les autres joueurs. Si on ne s'entend pas, c'est le premier joueur qui choisit. Et à partir du tour où on est, donc disons que j'arrive au tour 5, on veut développer cette technologie-là, donc on la place 3 tours plus tard, 6, 7, 8. On va la placer juste ici. Et cette carte-là, maintenant, on sait que c'est elle qu'on est en train de développer. Finalement, l'autre chose qu'on peut frapper, c'est la tempête elle-même. Si on frappe la tempête, si notre marqueur de temps se déplace sur la tempête, c'est là qu'on va aller chercher la carte tempête qu'on va avoir été placée de côté précédemment dans le scénario et on va aller la révéler pour voir qu'est-ce qu'elle fait. On va simplement appliquer ses effets. Vous avez vu que je l'ai montré rapidement. Je vais vous laisser découvrir ce qui se passe. Je vous annonce que c'est pas le fun. Quand la phase aube est terminée, on passe à notre phase de matin. Je rappelle encore une fois, cette phase-là, on ne la fait pas le premier tour de jeu, juste à partir du deuxième. La phase matin, comment elle fonctionne, c'est qu'on va piger la première carte du deck matin. Je n'en révélerai pas trop, mais je vais expliquer son fonctionnement. Grosso modo, on va avoir quelque chose qui se passe. Il y a un événement à laquelle on doit prendre une décision.
Selon la décision qu'on prend, il peut se passer plein de choses. Là, par exemple, si justement on a +1 d'apathie, si je prends la deuxième décision, fait que ça va aller jouer sur ma piste de mécontentement. Je vais donc piger un jeton rouge et ensuite activer un jeton d'apathie si je le peux. Ici, je peux perdre des ouvriers, fait que je peux avoir des ouvriers qui décèdent. On va voir vers la fin de vidéo qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un décède. Et souvent, on va me dire d'ajouter des cartes. On dit par exemple, si j'ai le choix 1, je vais ajouter la carte 005, D005 à la pioche soir. Dans les 3 cas, on me dit cette carte-là, elle est détruite. Je vais donc la sortir du jeu, je ne pourrai pas la piger une deuxième fois. Vous avez vu de toute façon la pile de cartes matin, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de cartes, la majorité des cartes, on va les sortir du deck une fois qu'on va les avoir jouées. Certaines cartes, comme celle-là ici, vont rester en jeu. Fait qu'on va les mettre quelque part, qui soit visible pour tous les joueurs, et tant que cette carte-là est là, il y a quelque chose, une façon d'interagir qui va avoir cette carte-là, ça veut dire, donc le point d'exclamation, ça reste en jeu. Et ça va être pas mal les 2 symboles qu'on va avoir. Des fois, il va y avoir une case qui va s'ajouter, ça indique que ça devient un placement d'ouvriers. C'est un endroit supplémentaire où je vais pouvoir envoyer mes ouvriers pendant ma phase d'action. Fait que ça, c'est pour la phase matin. Si on me dit d'aller chercher une carte puis de l'ajouter à la phase soir, par exemple, on me dit dans mon exemple d'aller chercher la carte D005, ben, je vais tout simplement aller chercher cette carte-là et je vais aller l'ajouter tout de suite à ma pile de cartes soir que j'ai placée judicieusement juste en dessous. Fait qu'on va aller brasser ça là-dedans. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, ma pile de cartes soir va être de plus en plus grosse, avec de plus en plus d'événements qu'il va y avoir à l'intérieur, selon les décisions que je vais avoir prises dans la phase matin. Maintenant, ma phase générateur. La phase générateur, la 3e phase, donc, où on gère le générateur. Je rappelle qu'on ne la fait pas dans le premier tour de jeu. On commence directement à la phase 6. Dans la phase générateur, dans le fond, je vais tenter de protéger mes citoyens de la maladie. Comment je vais faire ça? Je vais alimenter mon générateur. Plus il fait chaud, moins j'ai de citoyens malades. Très logique. Mon marqueur de température va indiquer jusqu'où je peux faire progresser mon marqueur d'alimentation, qui est ce marqueur-là, juste ici. Chaque case sur laquelle je veux progresser va me coûter 1 de charbon. Fait que si je veux monter de 3 cases, ça me coûte 3 de charbon. On comprendra que plus mon marqueur de température est élevé, il monte à presque tous les tours de jeu, mais plus ça va me coûter de charbon. Fait que si je veux progresser jusqu'ici, ça me coûte 1, 2, 3, 4, 5 de charbon. À ce moment-là, je vais également vérifier quel citoyen tombe malade. Disons que je suis dans cette situation-là, quelques tours de jeu plus loin, je décide d'alimenter en payant 3 de charbon, donc je me rends juste ici. Chaque case entre mon marqueur d'alimentation et mon marqueur de température, donc ces 3 cases-là dans mon exemple, ce sont des citoyens qui tombent malades. Fait que si je ne l'avais pas alimenté du tout, j'aurais 2 enfants, 2 jetons verts, 2 ouvriers orange et un ingénieur bleu qui tombe malade. Ça, on va le mesurer sur la piste en haut. Fait que 2 enfants, 2 ouvriers et un ingénieur qui tombe malade, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. On comprendra que le marqueur de maladie dans le haut, il ne peut jamais dépasser le marqueur de nombre de citoyens de ce type-là. Fait que j'ai 8 enfants, je ne peux pas avoir plus que 8 enfants malades. Mais si ça arrivait, il y a d'autres conséquences négatives qui vont s'appliquer. On va également préciser qu'à chaque fois que tu es censé avancer ton marqueur de maladie, si tu ne peux pas le faire parce que tous tes citoyens sont déjà malades, à la place, tu vas tourner. Par exemple, si je dois avancer le marqueur de maladie d'ingénieur de 2, puis je ne peux pas le faire présentement, ben pour la première fois, je ne peux pas le faire, je vais tourner ça de 1, puis la deuxième fois, je vais encore tourner ça, je l'avance de 2, donc j'en ai un qui meurt, ce qui veut dire que ça va reculer, avec les conséquences habituelles d'un décès. Une fois que j'ai pris ma décision, disons que pour l'exemple, j'avais donc une température qui était juste ici pour commencer la partie, j'ai décidé d'alimenter au maximum, j'ai dépensé 3 de charbon, fait que j'ai aucun citoyen qui est tombé malade. Mais là, je vais aller vérifier la pression du générateur. Pour aller vérifier la pression du générateur, on va aller vérifier le chiffre qui est à gauche. Mon marqueur est vis-à-vis le 3, c'est-à-dire que je dois prendre 3 cubes et utiliser la fameuse tour de Frostpunk. On va aller lancer les cubes dans la tour et on va aller vérifier qu'est-ce qui en ressort. Dans mon exemple, j'ai 2 de mes 3 cubes qui sont ressortis. Fait que ces cubes-là, on va aller les placer sur la piste de pression. Juste ici, donc, et c'est là qu'on va vérifier s'il y a eu une surcharge. Si je dois placer des cubes dans la petite case blanche parce que tout est plein, il va y avoir eu une surcharge du générateur. Donc, on va tourner ce jeton-là de l'autre côté, qu'on va ramener à la base de la piste, et on va vider complètement la piste qui est ici, mais on va laisser les cubes dans la tour s'il y en reste. Vous avez vu qu'il y en a un qui est resté pris dans la tour parmi les 3 que j'ai lancés. Si ça arrive une deuxième fois, on perd la partie. Dans tous les cas, après la phase, dans mon cas, c'est pas arrivé, après cette phase-là, on va réinitialiser le générateur, on va le ramener à 0. Dans cette phase-là, on a vraiment juste
préserver nos citoyens du froid, les empêchant de tomber malades. Phase 4, que je répète encore une fois, nous ne faisons pas au premier tour de jeu. Phase 4, c'est la phase de météo. Qu'est-ce que je fais dans la phase de météo? Je vais piger une carte météo qui est juste ici et je vais appliquer ses effets que nous regarderons un par un. Premier effet, la température. Fait qu'ici, on voit justement que ma température va monter de 1. Fait qu'au prochain tour, ça va être plus difficile à gérer. Ensuite, je vais potentiellement manipuler les jetons qui sont à gauche. On me dit d'avancer le jeton jaune. Fait que j'avance le jeton jaune. Vous voyez que ça fait avancer les deux autres jetons. On me dit également, dans mon cas, d'avancer le orange. Et on me dit d'avancer le rouge. C'est pas un super bon premier tour. La carte météo me dit également de vérifier mes cabanes de chasse. Fait que pour chaque icône que j'ai comme ça présentement sur le plateau, fait que soit 1, soit 2 par bâtiment selon ce que j'ai construit, je vais aller faire un de nourriture. Fait que disons que j'ai 3 cabanes de chasse présentement sur le plateau, ben je vais aller faire 3 de nourriture. L'icône suivant sur ma carte de météo indique comment mes ouvriers progressent sur les cartes expédition. Là, disons que dans un tour précédent, j'ai envoyé un ouvrier en expédition, j'ai choisi qu'il explore cette carte-là. Là, on voit que sur la carte météo que j'ai choisie, il y a 3 déplacements. Donc, il va avancer de 1 et de 2 et il va arriver au bout de sa première carte expédition. Quand on arrive au bout d'une carte d'expédition A ou B, on a un choix. Soit je décide que je gaspille le reste de mes mouvements d'expédition et que j'explore le lieu, soit je décide que j'évite le lieu. Si j'évite le lieu, ben, on va aller prendre une carte du paquet suivant. Fait que dans ce cas-ci, ici, je prendrai ma carte d'un paquet B. Je vais la placer par-dessus, comme ça, ici, pour continuer le petit chemin. Je vais placer mon ouvrier sur la première case et je vais continuer son déplacement. Fait que là, il resterait un point. Il aurait quasiment fini d'explorer la carte B ou de l'aventurer. Si j'avais plutôt choisi, puis là, après, je pourrais faire la même chose. Fait que dans le tour suivant, s'il se redéplace encore de 3, ben, je pourrais faire 1, placer la carte C comme ça par-dessus ici, arriver ici, puis faire 2, 3, puis continuer comme ça ici. Fait qu'éventuellement, on va se diriger vers les meilleures cartes comme ça. Si j'avais plutôt choisi la deuxième option, j'arrive au bout, mais je sacrifie le point de déplacement restant, puis je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a sur cette carte-là. On va la retourner, je vais vous laisser découvrir ça ici, et je vais avoir généralement 2 options. Ben, je vais toujours avoir 2 options, puis je vais avoir des flèches de différentes couleurs. Si je choisis l'option qui a une flèche orange, cet ouvrier-là, je gagne tout ce qui est sur la carte et je le ramène au bercail. Fait qu'il va revenir dans ma réserve d'ouvriers disponibles. Il arrête son expédition. On va ensuite remplacer, mettre une nouvelle carte d'expédition A juste ici. Si il s'en va, il fait le B, ben, dans ce cas-ci, c'est une flèche bleue. Les flèches bleues, ce que ça indique, c'est qu'il va gagner des ressources, mais on va quand même aller placer une carte B par-dessus et il va aller commencer la nouvelle carte B. Par contre, il ne gardera pas son point de déplacement restant, il va l'avoir perdu parce qu'il a arrêté pour explorer cette zone-là. Si les 2 flèches sont oranges, ben j'ai pas le choix de revenir au bercail. Puis quand je vais arriver au bout de la carte B, je vais faire le même choix, soit j'évite, soit je continue. Dans ce cas-ci, si je décide de continuer l'exploration, fait que je vais explorer ça, fait qu'on mettrait ça ici, je vais placer des ressources, puis là je pourrais placer une nouvelle carte comme ça ici, indiquant que j'ai choisi l'option C. Puis ensuite, je vais pouvoir continuer à explorer la carte C. À la fin, quand je vais récupérer, quand il va avoir terminé son expédition, je vais pouvoir aller chercher toutes les ressources qui sont sur les cartes qui étaient indiquées en dessous. Ça va prendre un petit peu plus de temps avant que j'ai accès à ces ressources-là. Finalement, sur ma carte météo, je vais avoir le marqueur de tempête. On voit ici, le marqueur de tempête sur cette carte-là se déplace de 0. D'autres marqueurs de tempête vont faire déplacer la tempête de 1, de 2, ainsi de suite. Et fait que si par exemple il s'est déplacé de 1, ben, on le déplace vers le marqueur de tour de jeu. De la même façon que quand c'est le marqueur de tour de jeu qui se déplace, si la tempête croise le marqueur de tour de jeu, on prend la carte de tempête, on la révèle et on la résout. Quand j'ai fini de résoudre tous les effets de ma carte météo, je vais la placer dans la défausse, juste en dessous de la pile. On arrive à la phase 5, la phase de préparation, où les joueurs vont commencer en ayant l'option de choisir l'un des experts et d'activer son pouvoir. Là, dans mon exemple, j'ai installé une partie à 4, fait que chaque joueur a présentement une main de 3 cartes, on se rappelle. Chaque expert vient avec un pouvoir qui va s'utiliser si on dépense de l'espoir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, disons que je suis l'expert en santé, mais je pourrais épuiser un jeton soin. Donc, je prends un jeton soin que je retourne de l'autre côté pour activer mon pouvoir ici. Si je suis l'expert social, mais je peux révéler 3 cartes soir en épuisant un justice, en défausser une, puis remplacer les 2 autres. Si je suis le contremaître, fait que j'ai un effet différent. Lui, il doit épuiser une motivation, alors que l'expert générateur doit épuiser un espoir, peu importe lequel. À ce moment-là, on peut choisir
un joueur peut activer son personnage spécial en dépensant l'espoir nécessaire. Et il y a seulement un joueur qui peut le faire. Il ne peut pas avoir deux joueurs qui activent leur personnage dans le même tour de jeu. Pour terminer la phase préparation, on va aller résoudre les marqueurs de maladie. Fait que les marqueurs qui sont juste ici. Plus ils sont avancés, pire l'effet va être. Les effets qu'on peut avoir, premièrement, à ce moment-là, s'il y en a un, peu importe lequel, qui est dans la zone 26 ou plus, la partie est perdue. Fait que ça, c'est simple à gérer. Ensuite, les deux icônes qu'on va avoir la petite icône d'aller-retour comme ça, juste ici. Fait que l'espèce de petite flèche qui fait un retour sur elle-même qu'on voit juste ici et ici. Et on va avoir l'icône du Meeple. Pour chaque icône de flèche qui tourne, disons que je suis juste ici, on va avoir le jeton qui va tourner. Fait que si, par exemple, je devais résoudre ma phase de maladie à ce moment-ci, on voit que mon jeton vert, par exemple, il est juste ici, mon jeton orange, il est comme ça. Disons qu'on est comme ça. Moi, je vais l'avancer un petit peu, on est de même. Je vais commencer par résoudre le jeton bleu. Fait que le jeton bleu, on voit qu'il doit tourner une fois. Fait qu'il va tourner comme ça. Ici, j'ai quelqu'un qui tombe gravement malade. Et je vais gagner un jeton bleu comme ça. Le petit meeple, c'est ça qui veut dire. On va gagner un jeton comme ça. On va revenir dans la phase d'action, voir qu'est-ce que ça fait. Le jeton vert, je fais la même chose, mais je dois tourner lui parce qu'il est entre le 5 et le 9. Donc, j'ai quelqu'un qui tombe gravement malade. Alors que mon jeton qui est orange juste ici n'est pas encore assez avancé pour que quelqu'un tombe malade. Si le prochain tour de jeu, la situation reste la même, quand je dois tourner un jeton sur la face, qui est sur une phase de gravement malade, fait que si par exemple je dois tourner lui, disons que lui je réussis à le reculer au prochain tour, donc il ne tournera pas, mais que je dois encore retourner lui, si je retourne de la face malade à la face normale, il y a quelqu'un qui décède. S'il y a quelqu'un qui décède, il y a un jeton de cette couleur-là. On va en perdre un. Ça se peut qu'il y ait le nombre de meeples normal qui change. Si jamais lui, il passe de là à là, mais ça se peut qu'il y ait un meeple qui change. On comprendra que s'il passe de là à là, ça va passer comme ça aussi, indiquant que je peux pas avoir plus de malades que de personnes normales. Et il va y avoir d'autres effets négatifs qui vont s'appliquer également quand il y a des décès. Le premier effet négatif qui s'applique quand il y a un décès, c'est le marqueur de cadavre qui augmente, qui va monter comme ça ici. Si on ne le gère pas, éventuellement, il va arriver à 10 et on va perdre la partie. Le deuxième effet négatif qui va s'appliquer en cas de décès, là, on va avoir le choix. Soit on pige la première carte du deck citoyen de ce qui reste et on va aller voir qu'est-ce qui se passe selon le citoyen qui est mort. J'ai un ingénieur qui est mort, on perd 1 d'espoir. Et les effets, on comprendra qu'ils sont différents selon la carte qu'on va piger. Si on ne veut pas tenter le hasard, chaque joueur a une main de carte. Il pourrait défausser l'une des cartes de sa main pour appliquer l'effet du bas de sa carte plutôt que d'avoir à piger au hasard parce qu'on sait qu'on est capable de gérer cet effet-là. Et quand on a géré notre maladie, si on a survécu à cette phase-là, on est prêt à commencer notre sixième phase, la phase d'action. Dans la phase d'action, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va choisir un meeple citoyen qu'il va utiliser pour faire des actions. Là, il y a beaucoup de choses à expliquer dans cette phase-là. Premièrement, les meeples qu'on peut utiliser, c'est les meeples qu'on a sur notre zone de préparation. Ils sont donc en fonction du nombre de citoyens de chaque type qu'on a. Au fur et à mesure qu'on en gagne ou qu'on en perd, on va toujours vérifier sur notre piste de population. Ça nous donne combien de citoyens de ce type-là. Et au début de la phase d'action, on va réajuster le nombre de citoyens qu'on a. Ensuite, si on a gagné des jetons comme ceci, on va aller les placer dans la zone et ça va bloquer des citoyens. Ils sont épuisés pour ce tour-là. Ce citoyen-là, on ne pourra pas l'utiliser. Finalement, les meeples enfants, on ne peut pas les utiliser. Ce sont évidemment des enfants, ils ne peuvent pas travailler. Fait qu'ils vont juste rester là, ne faisant rien et jouant gaiement pendant que les autres ouvriers vont travailler. Ce qui veut dire que dans mon exemple présentement, j'aurais donc 6 meeples que je pourrais placer, dont 2 ingénieurs. Parce que j'en ai un qui est épuisé. Autre concept très important de la phase d'action, c'est les zones chaudes et froides. Dépendamment de l'action que je fais, certaines actions vont être considérées comme chaudes, d'autres vont être considérées comme froides. Si un meeple fait une action froide, il tombe malade. Fait que si j'envoie un ouvrier faire une action, peu importe ce qu'elle est, et que l'action est froide, je vais automatiquement avancer le meeple d'une case sur la piste de maladie, montrant qu'il est tombé malade en allant faire cette action-là. Certaines actions sont toujours chaudes, on va y revenir dans le détail, d'autres sont toujours froides, et la plupart des actions qui ont lieu sur le plateau de jeu, entre autres utiliser des bâtiments ou aller collecter des ressources, vont être chaudes ou froides, selon si j'ai réchauffé cette zone-là ou non. Et c'est à ça qui va servir le générateur.
Pendant la phase d'action, on se rappelle qu'à la fin de la phase 3 du générateur, j'ai réinitialisé mon marqueur d'alimentation. Pendant la phase d'action, on peut à n'importe quel moment, entre les actions, entre les tours de joueurs, on jase, puis on peut alimenter le générateur tant qu'on veut, jusqu'à un maximum, évidemment, de ce qui est ici. Fait que disons présentement que je suis comme ça, pour faire un exemple. Si je veux aller faire des actions qui sont dans des bâtiments rouges, orange ou jaune, fait que ça fait référence à la couleur des bâtiments, ben, j'aurai à alimenter le générateur de la bonne façon si je veux que cette action-là soit chaude. Par exemple, si j'ai une série qui est construite quelque part et que je veux envoyer un meeple sur la série, vous avez vu qu'elle est orange, fait qu'il faudrait que je dépense 3 charbons pour que mon marqueur d'alimentation dépasse la zone orange. Ou, fait que ça, c'est pour les bâtiments de couleur. Il y a aussi la proximité avec le générateur. On voit que sur ce marqueur-là, si je dépasse ce jeton-là avec mon marqueur d'alimentation, ça veut dire que tout ce qui est directement sur la tuile du générateur est chaud. Fait que par exemple, si je récolte toutes les ressources qui sont là, ou si je vais récolter tout simplement des ressources qui sont là avec l'ouvrier, j'ai dépassé ce jeton-là avec mon marqueur d'alimentation, ce qui veut dire que cette case-là, présentement, est chaude. Si plus tard, j'ai une case qui est juste ici, on voit que cette case-là est à 1 de distance du générateur, c'est-à-dire que c'est cette case-là qui doit être chaude pour que cette zone-là soit considérée comme étant chaude. Alors que ici, c'est n'importe où sur le plateau du jeu. C'est très important de comprendre que quand on parle de bâtiment, il y a donc 2 choses qui peuvent les réchauffer, soit la couleur du bâtiment, soit sa proximité avec le générateur, alors que si on parle des tuiles elles-mêmes, comme ce ne sont pas des bâtiments, c'est juste la proximité avec le générateur qui peut les réchauffer. Commençons par les 2 actions de base qui sont imprimées directement sur le plateau de réserve. On a l'action de construction et l'action d'exploration ou de déneigement qui est appelée dans le jeu. Si on fait une action de déneigement, on va juste placer un meeple dessus, elle est toujours froide. L'action de déneigement me permet de prendre des tuiles et de les placer sur la zone de jeu. Si je déneige des zones qui sont directement adjacentes à la tuile du générateur, je peux piger 2 tuiles, fait que je vais les révéler, je vais aller placer les ressources qui sont dessus. S'il y a de la nourriture, je vais gagner immédiatement le bonus de nourriture qui est imprimé dessus, puis je vais pouvoir les placer n'importe où en autant que ça connecte avec des tuiles qui sont déjà là. Fait que je pourrais par exemple les placer juste ici, aller placer 3 bois dessus, aller placer celle-là, aller placer un bois et 2 minerais, 2 charbons dessus. Fait que ça, c'est la première façon de faire l'action de déneigement. La deuxième façon de faire l'action de déneigement, c'est de déneiger à l'extérieur. Fait que si, par exemple, j'avais déjà déneigé ici précédemment, j'ai des tuiles, et là, j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin, ou je veux me rendre, par exemple, juste ici pour avoir accès au minerai qui est juste là, mais je pourrais aller déneiger une tuile extérieure, mais là, je n'en déneige qu'une. Les tuiles extérieures ont un petit peu plus souvent des arbres dessus, ce qui est bon pour trouver du bois. Et quand on déneige, même chose, on va aller placer les ressources qui sont directement dessus. Fait qu'ici, j'aurais à placer 2 arbres, et ici, j'aurais à en placer 3 autres. Fait que ça, c'est pour l'action de déneigement. Je rappelle qu'elle est toujours froide, fait que l'ouvrier qui le fait tombe malade. L'action juste à côté, elle est toujours chaude, fait qu'on peut placer un ouvrier ici pour faire une action de construction qui nous permet de faire en fait 3 sous-actions de construction. Pour une de mes 3 sous-actions de construction, je peux détruire quelque chose. Ça ne coûte rien, ça ne me donne rien. Peut-être que j'ai un bâtiment que je ne veux plus, peut-être que j'ai un bâtiment qui a été brisé et qui est maintenant en ruine. Il va rester sur le plateau de jeu. Les bâtiments bleus ne seront jamais chauffés si ce n'est que la proximité. On ne peut pas y aller de toute façon généralement. Fait que si je peux avoir une de mes 3 sous-actions de construction, je pourrais enlever un bâtiment comme ça. Certains bâtiments, par exemple la scierie, va être pratique si elle est collée sur des arbres. Une fois qu'il n'y aura plus d'arbres autour, mais je vais pouvoir prendre une de mes 3 sous-actions de construction pour l'enlever, libérant la case. Avec mes autres sous-actions, je peux construire n'importe quel bâtiment qui est disponible. Les bâtiments qui sont disponibles, c'est ceux qui étaient sur le plateau initialement au début de la partie, et d'autres pourront être débloqués selon les lois que je vais passer. Donc, quand on construit un bâtiment, le coût est inscrit juste en bas. Fait que 2 bois, 3 bois, 4 bois. Ici, j'ai 5 bois et un noyau de vapeur. 4 bois, un noyau de vapeur. Il n'y a aucun bâtiment de base qui prend du minerai. Quand on construit un bâtiment, disons que je décide de construire la cabane de chasseur
et une deuxième cabane de chasseurs avec 2 sous-actions de construction. J'en ai 3 quand je fais une action de construction, on se rappelle. Ça me coûte donc 2 bois. On va les placer où on veut sur le plateau. Je peux aller les placer à n'importe quel endroit. J'ai certaines cases qui sont vides en partant, qui sont collées sur le générateur. La case qui est juste ici, c'est pas considéré comme une case de plateau, étant donné que c'est là que le tiroir s'ouvre. On peut tout à fait placer des bâtiments sur des endroits qui a des ressources, mais on va perdre ces ressources-là. Et les grands bâtiments, les bâtiments larges, si on les construit, ils vont prendre la tuile au complet. Fait qu'ils vont donc vider cette tuile-là complètement s'il y a des ressources dessus. Comme action, on peut également aller chercher des ressources. Fait que je peux envoyer un meeple qui va pouvoir récolter 2 ressources qui doivent être au même endroit. Fait que s'ils sont sur des tuiles séparées, si par exemple j'avais des ressources ici, ben, il faudrait que je l'envoie soit pour aller chercher les 2 charbons, soit pour aller chercher le bois. Cette action-là va être chaude si la zone est réchauffée. Fait que donc si mon générateur il est équipé, il est bien placé pour que cette zone-là soit chaude, l'action va être chaude, sinon l'action va être froide, donc le meeple va tomber malade. Les autres actions importantes, il y a 2 bâtiments qui sont déjà imprimés sur le plateau, puis on en a un 3e, on va enlever ça pour mieux voir, qui est ici, mais lui c'est un bâtiment qui n'est pas imprimé, on pourrait donc prendre une sous-action de construction pour le détruire. Les bâtiments qui sont imprimés, donc on se rappelle qu'ils seront chauds ou froids dépendamment comment on alimentait le générateur. Si on alimente la tuile principale, ça veut dire que tous ces 3 bâtiments-là seront chauds. Si on alimente juste les bâtiments rouges, ben c'est juste lui, orange et jaune, ainsi de suite. Si le bâtiment est chaud, l'ouvrier ne tombera pas malade, mais si le bâtiment est froid, l'ouvrier va tomber malade en faisant l'action. La première action qui est juste ici, c'est donc l'action du générateur. L'action du générateur va me permettre d'aller enlever 5 cubes sur le générateur, sur l'espace de surcharge du générateur. Il y a de l'espace pour 10, fait qu'en enlever 5, ça fait beaucoup de bien. Si jamais on dépense un noyau de vapeur pour aller faire cette action-là, ici on va replacer la tour pour l'exemple, ben, au lieu d'en enlever 5, on va aller en enlever 8. Et en plus, la première fois qu'on va faire ça, on va aller placer ça sur le dessus de notre machine comme ça ici. Fait qu'on voit à l'intérieur que notre machine va être meilleure pour garder des cubes. Fait que ça, on peut l'améliorer comme ça une fois dans la partie. L'autre chose qu'on va pouvoir faire dans nos 3 bâtiments de départ, on a la cantine ici qui me permet de dépenser 3 de nourriture pour aller faire plus 1 d'espoir ou moins 1 de mécontentement, respectant les règles que j'ai expliquées précédemment. Finalement, dans mes 3 bâtiments de départ, j'ai ici l'espèce de bâtiment qui va me permettre de passer des lois. Fait que je peux envoyer un meeple juste ici pour passer une loi. Quand on passe des lois, mais là je ne tomberai pas dans le détail de toutes les lois, mais on se rappelle qu'on a 8 cartes qui sont dans toutes les parties et 4 cartes qui sont pigées au hasard. Certains scénarios peuvent me dire d'aller enlever ou chercher des cartes spécifiques. Quand on passe une loi, ça va faire modifier des règles du jeu. Par exemple, je pourrais passer la loi travail des enfants. Fait que là, on pourrait utiliser les meeples pour aller collecter des ressources. C'est ça que la carte me dit. On voit que je vais faire moins 1 d'espoir, plus 1 de mécontentement si je fais ça. C'est ce qui veut dire les symboles en haut. Si je passe la loi 1, on va enlever la loi 2 du jeu. Fait que la loi abri pour les enfants, on la fera jamais. À l'inverse, si je passe la loi abri pour enfants, ben la loi travail pour enfants, on la fait jamais, puis ça va me débloquer le bâtiment abri pour enfants, qui coûte 2 bois à construire, qui va me permettre de mettre tous mes enfants au chaud pendant la nuit, beaucoup plus facilement, et en plus, l'espoir monte. Fait que là, je vais avoir le choix, est-ce que je veux que mes enfants servent pour collecter des ressources, ou je préfère les protéger. Et toutes les lois, dans les 8 lois de base, vont être des lois en opposition comme ça. Il y a toujours une loi qui en empêche une autre. Si je prends mes 4 autres lois au hasard, ben ça va être d'autres façons de modifier les règles. Chacune des lois amène des pouvoirs particuliers, mais elles ne seront pas exclusives avec d'autres lois. Dans tous les cas, quand on passe une loi, disons que moi j'ai passé la loi abri pour enfants, fait que je vais sortir du jeu la loi travail des enfants, je passe cette loi-là, j'ai pris un meeple pour aller prendre cette action-là, je passe la loi 02. Je vais l'afficher quelque part pour que tout le monde puisse la voir, et dans ce gros deck de cartes-là, je vais voir que j'ai 2 cartes qui s'appellent L02. J'ai la A, j'ai la B. Je vais en prendre une des 2 au hasard, et je vais aller la brasser dans ma pile de cartes soir. Il y a quelque chose qui peut se passer éventuellement par rapport au fait que j'ai passé la loi. On se doute. Par exemple, je te fais un petit spoiler, regarde pas si tu veux pas le savoir, t'es prêt, parfait. Par exemple, si je passe la loi du travail pour les enfants, éventuellement, il va évidemment soit avoir des accidents de travail, soit les parents vont me faire une manifestation parce qu'ils seront pas contents. Les autres bâtiments vont te débloquer d'autres actions pour tes déplacements d'ouvriers, pour tes placements d'ouvriers en fonction de ce que tu vas avoir justement construit. Par exemple, la cantine de chasse, la hutte de chasse me permet d'aller faire un 4 nourriture si j'en fais un ouvrier là.
alors que l'infirmerie me permet de faire un 4 de soins, ce qui me permet de reculer 4 jetons sur la piste de maladie. Ça peut être le même 4 fois ou je peux les séparer parmi plusieurs jetons. Ce petit symbole-là me permet de remettre des jetons qui sont sur leur face tête de mort, sur leur face pas tête de mort. Et tous les autres bâtiments vont avoir des pouvoirs particuliers par rapport à ça. Ici, par exemple, si je construis une serre ici, je peux avoir faire un 2 de nourriture. Un poste médical me permet de faire un soin de 3, donc 3 jetons de soin. Une série me permet de transformer un arbre qui est sur la même tuile en 3 de bois si ma série est améliorée. Je vais pouvoir aller chercher des tuiles qui sont adjacentes au lieu d'être sur la même tuile. Ainsi de suite. Il y a certains bâtiments qui vont avoir des effets particuliers. La plupart, c'est de la transformation de ressources. Ici, je peux transformer un bois en 4 charbons, par exemple. Et il y a certains bâtiments qui nécessitent une mine ou un minerai plutôt par rapport à ça. Par exemple, si je veux faire la station de forage, on voit qu'il doit être collé sur l'un des jetons que j'ai placé au début du plateau. Fait que je pourrais le construire là. Puis ensuite, aller placer des ouvriers pour faire 3 de bois chaque fois que je place un ouvrier là. Les bâtiments ne peuvent accueillir qu'un ouvrier, sauf les bâtiments qui sont plus grands qui peuvent en accueillir 2. Et je rappelle que l'action peut être chaude ou froide selon la façon dont je gère mon générateur. Et pendant cette phase-là, on peut rajouter autant de charbon qu'on veut dans le générateur. C'est pas tout de suite qu'on va vérifier la pression. Je ne jette aucun cube pendant la phase d'action. Je vais les jeter pendant la phase 3, la phase de générateur. On va quand même prendre un petit 30 secondes pour parler de 4 bâtiments. Les bâtiments qui ont des petits symboles de meeple sont des abris. Ils seront très importants en fin de tour de jeu, mais ce ne sont pas des actions. Fait qu'on ne pourra pas aller les faire. La balise me débloque l'action d'expédition, en fait. Fait que si je construis une balise, ça me permet d'avoir une action d'expédition. L'usine me permet de construire les automates. Fait que si j'ai une usine quelque part, à chaque fois que j'y vais, je peux transformer un noyau de vapeur en automate. Les automates vont pouvoir ensuite aller récolter des ressources sans jamais craindre de prendre froid, ce qui est très intéressant. Finalement, j'ai l'atelier qui a 2 utilités. On peut l'utiliser de 2 façons. Premièrement, l'atelier, on peut l'utiliser pour améliorer nos bâtiments. Le coût d'amélioration du bâtiment, il est imprimé directement sur le plateau, juste en dessous. Fait que ces bâtiments-là, c'est un noyau de vapeur, 2 noyaux de vapeur, ainsi de suite. Quand on améliore un bâtiment, si par exemple je prends une action d'atelier, je vais donc placer un petit meeple ici, puis je décide d'améliorer mon atelier de chasse, on fait juste le tourner. On voit que sa couleur a changé, donc plus facile à alimenter, à réchauffer, dis-je, puis en plus son effet peut être amélioré. Quand on fera une action d'atelier, on peut faire 2 actions. Fait que je pourrais améliorer un deuxième bâtiment. S'il y a ce petit symbole-là, des petits losanges de chaque nom, de chaque côté du nom, c'est des bâtiments qui ne s'améliorent pas, mais je pourrais améliorer par exemple la balise également. L'autre chose que je peux faire avec l'atelier, c'est faire progresser ma technologie. J'ai 2 actions d'atelier, fait que pour l'une de mes 2 actions ou pour les 2 actions, je peux faire avancer ce marqueur-là. Fait que je pourrais prendre une action d'atelier, puis ensuite améliorer un bâtiment, ou ne pas améliorer de bâtiment et prendre 2 actions d'atelier. On comprendra que ça me permet de développer mes technologies plus rapidement. Pendant qu'on est là, je l'ai déjà dit, la balise permet de débloquer les expéditions. Fait que maintenant que j'ai une balise de construite, je pourrais pour une action avec un de mes workers commencer l'une des expéditions. J'ai déjà expliqué comment les expéditions fonctionnent. Tout ce que je vais rajouter, c'est que le symbole en haut à droite me donne une petite idée de ce que la carte donne. Fait que je vais trouver des gens, des ressources ou je ne sais pas trop. Dernière chose qu'il me reste à dire pour la phase d'action, je t'ai déjà dit que tes cartes que tu avais en main, tu pouvais les défausser pour activer l'effet quand un citoyen meurt, à la place de piger une carte au hasard. Mais si tu le veux, tu peux jouer ces cartes-là pour faire des actions spéciales. Par exemple, je pourrais jouer cette carte-là en utilisant Meeple ingénieur et en faisant l'action bâtir pour faire cette action-là plutôt que de faire l'action de bâtir. Je pourrais jouer un citoyen ouvrier, donc orange, en faisant l'action déneiger pour qu'il fasse cette action-là plutôt que l'action normale de déneiger. Parfois, il va y avoir des citoyens qui vont être associés à des actions. Fait qu'utiliser le bâtiment de la plateforme où on passe des lois, utiliser le bâtiment de l'atelier, je peux faire 3 effets de l'atelier au lieu de 2, etc. Fait que ces cartes-là vont te permettre de faire des effets un peu plus puissants. Même si je passe la loi du travail, par exemple, je pourrais quand même utiliser un meeple d'enfant pour qu'il utilise un bâtiment, qui puisse aller dans la cantine puis faire un effet quelconque plutôt que de ne pas utiliser cet enfant-là ou de l'utiliser strictement pour faire des ressources. Et on continue comme ça jusqu'à temps que tous les meeples aient été placés quelque part sur le plateau de jeu en utilisant différentes actions. Je rappelle que si j'ai des meeples
que des jetons comme ça épuisés qui ont été causés à cause de la maladie ou par d'autres effets, je ne peux pas les utiliser. Et à moins d'avoir passé des lois, je ne peux pas non plus utiliser mes meeples d'enfant. Quand ma phase d'action est terminée, on va arriver à la phase de soir. Dans la phase de soir, on va regarder s'il y a des effets actifs qui doivent être appliqués et on va aller piger les cartes de soir. Là, j'en ai déjà racheté quelques-unes dans mon tour de jeu, fait qu'on en prend une, on la révèle, puis on fait ce qui est écrit dessus. Je vais vous laisser les découvrir, mais on se rend compte que ça va avoir référence généralement avec les décisions qu'on va avoir prises d'avance. Les cartes peuvent être, si elle a ce symbole-là, on la sort du jeu. Si elle n'a pas ce symbole-là, on va tout simplement la défausser dans la pile de défausse, comme celle-là par exemple ici, on la défausserait tout simplement. Et parfois, on va piger cette carte-là, qui va nous demander de résoudre un effet. Généralement, les cartes jaunes, ils ont toujours rapport avec le nombre de jetons d'espoir, de mécontentement qu'on a, l'équilibre entre les deux. Les cartes jaunes, quand on les résout, on va les sortir du jeu. Disons que j'étais comme ça, j'avais 2 cartes dans ma défausse, c'est elle que j'ai pigée. Je la sors du jeu. Je vais prendre une nouvelle carte jaune que je vais vérifier c'est quoi son effet. Je vais reprendre ma défausse et je vais rebrasser tout ça dans ma pile. Fait que c'est avec les cartes jaunes qu'on va rebrasser notre pile parce que notre pile de cartes soir va être de plus en plus épaisse. Et là, on arrive à la phase 8, l'avant-dernière phase. On a presque fini, la phase de fin. La phase de fin, comment elle fonctionne, est en 3 étapes. Première étape, disons qu'on a fini le tour précédent, j'ai 16 de nourriture, j'ai 7 de faim. La faim, elle, est créée, c'est la faim latente, c'est la faim qui a été créée, parce que j'ai pas réussi à nourrir tout le monde au dernier tour. Disons que je suis dans cette situation-là au début du tour, première chose que je vais faire, c'est que je vais gérer mon set de faim, je vais donc nourrir ceux qui avaient faim. Deuxièmement, je vais vérifier mon marqueur de faim, il est où, et je vais appliquer mon effet négatif. Et troisièmement, je vais nourrir les citoyens du tour en cours. Les citoyens du tour en cours, on va les voir juste ici sur la piste de tour de jeu. Présentement, je suis, disons que mettons que je suis au tour 2, je dois donc nourrir les ingénieurs. Si j'étais au tour 3, j'aurais à nourrir les ouvriers. Si j'étais au tour 1, j'aurais à nourrir les enfants. Comme je dois nourrir les ingénieurs, on voit que j'ai 11 ingénieurs présentement qui sont tous malades, ça va vraiment mal. J'ai 9 de nourriture. Je vais donc baisser ma nourriture complètement, je vais tout dépenser et je vais me créer une fin de 2 pour le prochain tour. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est important de voir qu'à la fin du tour, disons qu'il aurait fallu que je nourrisse mes ouvriers ce tour-là, j'aurais eu 22 de faim ou 20 de faim parce que j'avais pas assez de nourriture. C'est vraiment au moment où on résout le marqueur de faim qu'on vérifie la condition de défaite, parce que si elle est à 25 ou plus, on perd la partie. Je reprends un deuxième exemple. Disons que j'avais 15 de faim à cause du tour précédent, j'avais pas réussi à nourrir mes ouvriers, j'avais 20 de faim, puis j'ai ramassé juste 8 de nourriture. Donc, je fais les choses dans le même ordre. Je me rappelle que ce tour-là, je vais avoir à nourrir, disons, mes 8 enfants. Fait que première étape, je baisse ma faim le plus possible. Donc, ça va baisser à 12. Deuxième étape, je résous mon marqueur de faim. Comme je résous mon marqueur de faim, on voit que le mécontentement augmente de 1. C'est moi qui vais décider si ça va être plus un jeton ou si j'en active un. Puis ensuite, je vais avoir 2 meeples, 2 ouvriers ou 2 citoyens ou 2 ingénieurs enfants ouvriers qui vont décéder en appliquant les conséquences négatives que j'ai déjà expliquées. Puis ensuite, à ce moment-là, si je suis à 25 ou plus, je perds la partie. Ensuite, je nourris pour le tour en cours. Je n'ai pas de nourriture, j'ai 8 enfants à nourrir, donc je retombe à 20. Fait qu'au prochain tour, je vais avoir une faim latente de 20 à gérer. Ça va pas bien, mon affaire. Fait que la phase de fin, elle fonctionne comme ceci. Dernière étape, là on se rappelle, normalement j'ai ma tour en plein milieu, là, je la mets pas pour bien montrer. Dernière étape, j'arrive à la phase de nuit. La phase de nuit, je dois mettre mes citoyens à l'abri. Pour les mettre à l'abri, je dois avoir construit des abris. Fait que je dois avoir des bâtiments qui ont le symbole de meeple dessus. Chacun de mes ouvriers, je vais avoir à aller le placer dans un meeple. Sauf s'il est présentement sur une expédition. Là, je suis correct. Fait que je vais compter le nombre d'ouvriers que j'ai, puis je vais compter le nombre d'abris que j'ai. Dans mon cas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meeples à placer. Et j'ai seulement 1, 2, 3, 4 abris. J'ai donc 4 meeples qui ne seront pas protégés. Mais en plus de ça, je dois aller vérifier si mes abris sont chauffés. Présentement, on voit juste ici
que mon bâtiment orange s'est chauffé, mais pas mes bâtiments jaunes. Par contre, les bâtiments qui sont à 1 de distance du générateur, ce qui est le cas de la tente ici, sont quand même chauffés. Fait que moi, tous mes abris sont chauffés. Si j'étais comme ça, mais j'aurais aucun de mes bâtiments qui est chauffé, étant donné qu'ils ne sont pas sur la tuile directement du générateur, mais mon marqueur ici, puis mon marqueur ici, il est en dessous du orange et du jaune. Fait qu'à ce moment-là, j'aurais le droit de dire, ben, je dépense un autre de charbon en laissant le marqueur là. Fait que je dépense un de charbon pour alimenter le générateur pour que mes abris soient chauffés. Pour chaque citoyen qui n'est pas dans un abri chauffé, il tombe malade. Fait que là, c'est moi qui va décider. Peut-être que je vais mettre mes 2 enfants ici, puis je vais mettre 2 ingénieurs ici. Fait que j'ai donc mes 4 ouvriers qui me restent. Les 4 tombent malades. Fait que mon marqueur d'ouvrier va avancer de 4. On le gère comme on veut. Je peux avoir mis un enfant, juste un enfant, puis l'autre tombe malade. Mais tous les citoyens que je ne place pas dans des abris chauffés tombent malades. Et on continue comme ça pour un deuxième tour. Donc, phase d'aube, on va avancer le marqueur de manche, on va vérifier si ça croise soit le marqueur de technologie, marqueur d'événement, marqueur de climat, marqueur de tempête, on va piger une carte matin, événement la révéler, on va faire notre phase de générateur. Et là, on se rappelle que je vais avoir déjà alimenté pendant la phase d'action puis la phase de nuit mon générateur. Fait qu'on va décider, est-ce que je l'alimente davantage pour que personne tombe malade. Ensuite, on le réinitialise, on lance nos cubes en plein centre de la tour, on vérifie si le générateur surcharge, nouvelle phase météo où mon petit bonhomme sur ma carte expédition va avancer, je vais ramasser de la nourriture grâce à mes tentes, le marqueur de tempête va également avancer et tous ces jetons-là vont progresser puis ça va toujours être de plus en plus froid, de plus en plus difficile d'alimenter le générateur, de chauffer tout le monde. Phase de préparation où on va choisir si on joue un expert. Tout le monde va faire ses actions dans l'ordre de tour de jeu. On va résoudre l'événement du soir. Donc la fin, ensuite on va la gérer. Et là j'ai toute une fin à gérer suite à l'exemple que j'ai fait. Fait que j'ai besoin de faire beaucoup de nourriture ce tour-là. Et on fait une autre phase de nuit, tentant de protéger tous ces citoyens. Et on continue comme ça, tentant de progresser à travers les cartes de scénario jusqu'à temps que je trouve la façon de gagner dans ce dit scénario. Alors voilà, c'était les règles de Frostpunk. J'espère que pour toi, ça a été clair. Je commence, je vais essayer de faire ça, mettons, en 7-8 minutes au niveau de la critique. Au niveau des composantes, j'aime tout. C'est rare que je dis ça, il n'y a rien qui m'achale dans les composantes. Les sacs, c'est intéressant. Les tokens, autant la version de base que la version de luxe. Les jetons, je les trouve intéressants. Les tuiles, les actions sont imprimées directement dessus. Les cartes, le visuel est super beau, super bien dessiné. C'est un univers très très sombre et bleak, là, très dérangeant. Fait que, mais j'aime beaucoup toutes les composantes. Son plus gros défaut au niveau des composantes, c'est la place qu'il prend. C'est fou la place que ça prend, ce jeu-là. Je suis pas capable de te faire une vue d'ensemble de toutes les composantes d'un seul coup de caméra. Ça fonctionne pas, il y en a trop. La tour elle-même fonctionne très bien. Puis si jamais tu mets la main sur une boîte de luxe, les composantes de luxe, je ne sais pas monter de vidéo, sont vraiment très très cool aussi. Ça va bien. Au niveau, puisque tu as vu, la seule chose que tu as vu dans les composantes de luxe, c'est que c'est pas des jetons de bois qui viennent avec. Pour la plupart des jetons, là, comme ça ici, là, c'est des jetons de carton. Fait que même les mêmes choses pour les jetons de mécontentement et d'espoir, c'est en carton plutôt qu'être en bois. C'est la seule affaire de luxe que tu as vu, si je me trompe pas. Les petits arbres en bois, ça c'est dans la version de base. Au niveau du gameplay, c'est un jeu qui, étrangement, pour ceux qui connaissent ça, me fait penser énormément à un de mes jeux, un de mes classiques, un jeu qui s'appelle Robinson Crusoe. Parce que c'est un jeu coopératif de placement d'ouvriers sans information secrète en tant que tel. Fait que c'est un jeu qui te permet de c'est un jeu dans lequel tout va très mal en partant, puis tu vas tenter de bâtir ta colonie pour survivre aux différentes intempéries qui vont arriver, puis aux différents événements qui vont arriver. Fait que c'est une mécanique que j'aime déjà beaucoup. J'aime le placement d'ouvriers, puis le placement d'ouvriers coopératif, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, c'est ça, le cœur de son jeu. Puis c'est de l'optimisation avec les différents ouvriers que tu vas avoir. Fait que qu'est-ce que tu veux faire avec tes ouvriers, dans quel ordre tu veux faire ça, où est-ce que tu veux les envoyer, comment tu vas gérer ça. J'aime beaucoup le faire en solo, j'ai beaucoup aimé, j'ai joué maintenant à 2 et à 3. C'est un jeu qui est très très long à 2 et à 3. C'est vraiment long, on parle de partie de 4 heures là, quand t'es pas habitué. Solo à 2, j'ai réussi à rentrer ça en 2 heures, 2 heures et demie. Solo, je suis rendu capable de jouer une partie à vraiment 1h45, fait que ça se joue quand même assez bien. Mais j'aime mieux le jouer, honnêtement, ça me surpris au début, j'aime mieux le jouer à 2 puis à 3 parce que c'est intéressant la discussion que ça emmène pour gérer les différentes décisions que le jeu te propose. Ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup la phase d'expédition, comment ça marche. Tu peux prendre un ouvrier, l'envoyer sur le side, il va ramener des choses.
J'adore le concept des lois dans le jeu parce que ça te fait prendre des décisions qui sont difficiles. Puis c'est le genre de jeu qui, mécaniquement, si tu t'arrêtes juste aux mécaniques du jeu, tu ne trouveras pas nécessairement les décisions difficiles. J'ai des meeples que traîne, juste d'utiliser, je passe la loi qui fait le travail des enfants. Mais moralement, ça te fait te poser des questions qui sont intéressantes, puis le jeu va t'amener à prendre des décisions qui sont difficiles, à te faire des choix moraux qui sont difficiles. Les phases d'événements de matin et de soir, c'est très bien géré. Puis ça aussi, ça me fait penser à Robinson Crusoe parce que tu vas avoir une carte que tu vas piger en début de tour. Selon une décision que tu prends dans cette carte-là, il y a quelqu'un qui dit des choses négatives au sujet du gouvernement qu'on tente de mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Est-ce qu'on la fait arrêter? Est-ce qu'on la laisse faire? Est-ce qu'on la discrédite publiquement, etc.? Ça va nous faire brasser une carte dans notre deck de soir. Puis plus tard, on va avoir à vivre avec les conséquences des décisions qu'on a prises, qu'elles soient positives ou négatives. Je trouve ça vraiment hyper intéressant comment tout marche dans ce jeu-là. Fait que la façon que les scénarios progressent, j'adore ça, je trouve ça le fun. C'est le fun de refaire plusieurs fois le même scénario en essayant différentes pistes. J'adore ça, la façon dont tu explores tranquillement autour de ton plateau en révélant des tuiles qui te permettent d'accéder à des ressources. J'adore ça. La façon dont les lois que tu passes vont te faire ramener des cartes dans le deck de soir qui font que tu vas vivre avec les conséquences des lois que tu as passées, encore une fois pour le bien, pour le meilleur ou pour le pire. Je trouve ça tout vraiment super intéressant. Tes cartes citoyens que tu peux jouer pour faire différents effets, pour améliorer l'effet des citoyens que tu places. Les cartes technologie, j'ai pas incité beaucoup là-dessus, mais je trouve ça intéressant comment tu places un petit marqueur plus tard. Tu vas essayer de progresser vers ce marqueur-là. Quand tu traînes, tu débloques un pouvoir qui sont tous très forts jusqu'à la fin de la partie. Tu as besoin de tes cartes technologie, puis tu peux en développer juste une à la fois, avec laquelle tu vas développer la façon dont ton marqueur maladie fonctionne, dont ton marqueur de cadavre fonctionne, dont le générateur fonctionne. Tu as beaucoup de choses différentes à gérer. Fait que au niveau de ces mécaniques, là, j'aime toutes dans ce jeu-là. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Fait que c'est vraiment un jeu qui, si mon top 5 était à refaire rapidement, il serait dedans, puis il serait pas mal placé. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Par contre, c'est un jeu qui est long. C'est un jeu qui est difficile à comprendre. C'est un jeu qui a énormément de règles, énormément de possibilités, énormément de petits détails. Ça m'a pris plusieurs parties avant de ne pas faire d'erreur de règles et je serais même pas étonné à ma plus grande tristesse si quelqu'un disait en passant la phase générateur, c'est pas même pas tout qu'elle marche, t'as rien compris. Parce qu'il y a énormément de petits détails. Je l'ai montré, l'aide de jeu est énorme pour chacun des rôles qu'il y a, puis l'information est séparée sur chacune des aides de jeu. Le livre de règles, par contre, il est bien fait. Je suis obligé de dire, il est bien écrit. Ça, dans l'ordre organisé, c'est relativement facile de retrouver une information à l'intérieur du livre de règles, puis j'ai plus besoin d'aller chercher tant que ça à l'intérieur. Mais il y en a beaucoup, là, sur Board Game Geek, je pense qu'il est comme 4.4 en termes de complexité. Il y a beaucoup de choses à se rappeler, puis beaucoup de petits mécaniques qui ont des relations intrinsèques les unes avec les autres. Le générateur, il y a 3 phases différentes dans lesquelles je peux mettre du charbon dans le générateur, mais il y a juste une phase que je mets des cubes en tant que tel à l'intérieur, puis c'est à la fin de cette phase-là qui se réinitialise, c'est pas à la fin du tour. Fait qu'il y a des choses qui sont pas naturelles dans sa façon. La gestion de la maladie, c'est pas toujours simple. La gestion de comment que les maladies vont fonctionner, comment tes bâtiments, quel bâtiment est chaud, quel bâtiment est froid avec ces marqueurs-là, c'est pas toujours simple non plus. La gestion des lois, la gestion des cartes, comment ça s'appelle, les cartes de contestation, c'est pas toujours simple comment ça fonctionne. Les règles d'expédition, tu vas y relire 2-3 fois avant d'être bien sûr que tu comprends comment ça fonctionne. La différence entre un +1 d'espoir et un +1 de justice, tu vas relire 2-3 fois avant d'être bien sûr de comprendre. Fait que c'est un jeu qui a plein d'affaires intéressantes, mais qui est très très complexe dans sa gestion. Fait que tu sais, pour vrai, tu veux-tu un jeu coopératif de placement d'ouvriers? Il est excellent. Ça te tente-tu de t'asseoir 3h30 pour l'apprendre, de jouer 2 parties en te trompant, puis de finalement réussir à réduire ça à des parties à 2h, 2h30, seul ou à 2, ça va être excellent. Ça te tente un jeu, 45 minutes, rapide, snappy, facile à comprendre, facile à expliquer, c'est pas du tout ça que tu vas avoir. Tu vas avoir un jeu extrêmement complexe, étendu, tant au niveau thématique que mécanique, parce que probablement, j'ai pas tant incité là-dessus, mais vraiment sa plus grande force, c'est qu'il te rentre complètement dans l'univers du jeu. C'est un des jeux que le thème est le mieux implanté dans tous les jeux. Je t'arrête, tu vas avoir froid. Quand tu vas jouer tout le long, tu vas avoir froid, tu vas avoir faim, tu vas te mal filer, tu vas avoir des sueurs froides. C'est un jeu que le thème est tellement bien rendu, c'est tellement fantastique à ce niveau-là, mais il est gros et il est lourd. Fait qu'il faut que tu saches que tu t'embarques dans du gros et du lourd. Par contre, il est extrêmement, ce que j'aime bien dire, est extrêmement satisfaisant au niveau des règles. Puis c'est le genre de jeu, encore une fois, à la Robinson Crusoe, que quand tu réussis à arriver à une fin de partie et que tu le gères bien, ça va bien,
Tout est là. Tu réussis à produire la nourriture que tu as besoin de produire. Tu réussis à guérir ceux qui tombent malades. Tu réussis à pas accumuler trop de personnes malades, décédées, etc. C'est merveilleux comme expérience de jeu. Fait que moi, je le recommande chaudement. En plus, il est disponible en français. Je sais qu'il y a beaucoup de Kickstarter que je couvre que c'est pas le cas, mais celui-là, il l'est. Fait qu'il est trouvable en français. Sur ce, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de faire ça, je vais te souhaiter une bonne fin de... Avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Twitter, Facebook et Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour qu'on tente de te fournir du matériel que l'on espère d'être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.